Et bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets, et aujourd'hui on va parler d'expatriation. J'avais jamais fait d'épisode sur le sujet, j'en ai toujours parlé un peu en fil rouge et ça fait un moment que je suis parti et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit épisode comme ça un peu détendu. J'avais dit il y a quelque temps que pendant les vacances j'allais faire moins d'épisodes parce qu'il y a moins d'écoute tout simplement. Là c'est les vacances de Pâques, mais si je dis pas de bêtises, en France ça s'étale sur 3 ou 4 semaines, donc je vais pas ne pas faire d'épisode pendant tout ce temps. Donc je vais vous faire un épisode comme ça un peu à la cool, tout seul sur, l'expatriation. Donc ça va être, je vais vous partager mon expérience, mais ça va pas s'appliquer à un pays précis, mais plutôt à les différences entre la France et les autres pays d'expatriation, et puis mon expérience parce que ça fait plus que 10 ans que je suis parti. Voilà. Avant de démarrer, et cet épisode, en fait, il m'a été inspiré par Tony qui a fait un épisode récemment de podcast, je crois que c'était «Partir ou subir», et je trouvais intéressant. Je lui ai répondu en message, privé, puis, je me suis dit: «Bah, tiens, ça serait un bon point de, partager mon expérience d'expatrié avec vous, en plus de la réponse que j'ai pu lui faire». Je vais pas faire une intro super longue, parce que, je trouve que, voilà, ça va être un épisode plus court et je vais partir en événement IMO pour rien vous cacher, ce week-end. Donc je prends un peu d'avance et donc par rapport à mes histoires en fait, l'intro de la semaine dernière, je l'ai enregistrée il y a 4 jours. Donc voilà, on va attaquer, je pense, directement. Je voulais juste vous faire le seul petit point, 2 petits points. Les marchés, donc les marchés financiers, c'est la folie avec les tarifs de Donald Trump. Ça bouge dans tous les sens. Vous avez dû recevoir un email si vous êtes inscrit sur ma liste email. Sinon, allez sur mon site grosbillet.com. Je vous donne des bonnes astuces. Donc là, je vous ai dit un peu la marche à suivre pour, dans ces périodes perturbées, en tout cas, ma marche à suivre. Et je vous avais fait une vidéo plus en détail sur l'Académie des gros billets ou sur la formation de bourse sur le sujet. Pour, ma stratégie et pour l'instant, je pense que ma stratégie, c'est la bonne, en tout cas pour moi, et je vais, continuer à l'appliquer. Petit point, intelligence artificielle, donc j'ai une formation sur le sujet, je vous en parle depuis longtemps, j'ai fait des épisodes sur le sujet. On est vraiment à un niveau de maintenant qui est incroyable avec les nouveaux modèles. Le problème qu'on a pour l'instant, c'est qu'ils sont un peu limités en termes de prompt et cetera. Mais vraiment là, je suis, scotché de plus en plus par les modèles, qui existent. Donc, n'hésitez pas à aller, si vous êtes membre de l'Académie des gros billets ou membre de la formation sur l'IA, sur mes dernières vidéos. Mais là, le chômage approche, hein. Si vous avez un boulot, dans les bureaux, le chômage approche, ou alors plutôt, voilà, votre productivité, elle peut énormément augmenter, et surtout la qualité, je le dis, je le répète, l'intelligence artificielle ne vous fait pas gagner tant de temps que ça. En revanche, la qualité, des travaux que vous pouvez rendre, elle est, vraiment améliorée. Donc non seulement on gagne un peu de temps, mais la qualité, c'est incroyable de ce qu'on arrive à voir maintenant. Très, très impressionnant. Heu, on est on n'est pas loin de ce qu'on désirait, parce que, pendant longtemps, on a vu les IA qui faisaient des erreurs, on leur envoyait des documents, elles tenaient pas compte de tout, elles répondaient à côté, on leur demandait d'utiliser un certain style et cetera. Elles y arrivaient pas forcément, et là, avec les derniers modèles qui consomment beaucoup de ressources, mais du coup, c'est pour ça qu'on est limité. Mais là, vraiment, elles passent à côté de vraiment très peu de choses. Et c'est incroyable. Là, j'ai vraiment un triptyque d'IA, dont je me sers, quotidiennement, et vraiment, donc c'est, ça je vous apprends rien, c'est Perplexity Pro, ChatGPT Pro, et ChatGPT Plus. Le Pro, il est à 200 $. J'hésite en plus à le prendre là en ce moment, mais bon, 200 $, je trouve, c'est quand même une grosse somme. Et puis les IA de Google, on arrive vraiment à faire des dingueries. Donc je suis bluffé chaque jour, j'ai l'impression que c'est Noël en fait. Pour un coût dérisoire, on arrive à avoir des résultats mais qui sont dingues. Donc voilà, n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous mettre à l'IA. Prenez ma formation si vous voulez. En plus, vous pouvez m'appeler, pour en discuter, mais ne passez pas à côté de ça, sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises, je pense, et vous allez regretter aussi de pas vous y être mis plus tôt. Vraiment, il y a des questions que je me posais depuis 10 ans que l'IA, elle a réussi à résoudre, à me répondre. Moi, je suis toujours hyper bluffé. Écoutez, on va attaquer, directement, avec l'épisode, donc sur l'expatriation.
Alors, j'ai fait un plan en 11 parties. Alors ça s'invente pas, hein. C'est pas un plan de philo, thèse, antithèse, synthèse. Donc on va faire salaire et pouvoir d'achat, sécurité dans les rues, délai de justice, puissance militaire, système de santé, système de retraite, marché immobilier, fiscalité, vie sociale et rencontres, administration et services publics, langue et culture. Voilà, c'est les points que j'ai, décidé d'aborder, dans ce podcast. Donc on attaque tout de suite avec salaire et pouvoir d'achat. Donc comme je vous l'ai dit, moi, ça fait plus que 10 ans que je suis parti. J'étais parti, pas du tout pour des raisons d'impôts ou de, voilà, c'était plutôt un mélange de vie sociale et de, opportunités professionnelles. À l'époque, je payais pas d'impôts quand je suis parti parce que, c'était mon tout début de vie professionnelle. Mais voilà, j'ai quand même un bon recul maintenant sur le sujet. Donc, j'ai mis salaire et pouvoir d'achat, j'ai essayé de vous sourcer, le plus possible. Bien sûr, les études, on sait ce que ça vaut. Parfois, ça peut vouloir dire, tout et son contraire. Donc la France, elle occupe, une position intermédiaire par rapport au salaire. Elle se classe au 22e rang mondial. Donc en fait, moi qui voyage beaucoup, c'est important en fait d'avoir le salaire le plus élevé. Donc bon, maintenant c'est plus les salaires que je touche, mais les revenus les plus élevés, parce que, quand on voyage beaucoup, on s'en fout en fait un peu de combien vous dépensez, toute l'année. C'est plutôt les revenus absolus, qui comptent le plus. Voilà, plus on gagne, mieux c'est. Après la France, on trouve justement moi après quand j'y vais en Alsace, hein, la plupart du temps et en termes de pouvoir d'achat, il y a des choses qui sont beaucoup moins chères effectivement que, dans les pays, les plus riches, notamment les interventions avec la main-d'œuvre. Aussi, il y a pas mal de concurrence sur tout ce qui est internet, même, dans les magasins et cetera. Donc ça tire un peu les prix vers le bas. Ce que je trouve hyper cher en France maintenant, c'est la bière. Vraiment, ça a énormément augmenté. On peut payer maintenant une pinte de bière, même, en Alsace, plus que 9 €. Donc je trouve ça toujours un peu, voilà, à prendre avec, à la fois d'un point de vue relatif, combien vous payez votre logement. Si vous habitez à la campagne en France, vous avez payé un appartement moins de 100 000 € et ben, parce qu'il faut le dire, le pouvoir d'achat, il est énormément, impacté par, votre logement parce que c'est ce qui coûte le plus cher, le logement et les impôts. Mais, après à côté de ça, il y a aussi les dépenses, quotidiennes. Mais au final, c'est pas si cher par rapport à si vous regardez, votre voiture, si vous en avez, vos voyages et votre logement, c'est vraiment ce qui est le plus cher. Donc à la limite que vos courses, elles coûtent 100 ou 150 €, ça va pas, changer la vie. Donc voilà, si vous vous demandez, près de en Europe, hein, il y a quand même, parmi les pays avec les plus gros pouvoirs d'achat qui sont, la Suisse, l'Irlande, le Luxembourg, les États-Unis 5e. Voilà. Après j'ai été à Dubaï également. Là, je sais pas, bon, c'est un peu compliqué, hein, le salaire moyen, il est autour de 4 000 €. Il est un peu au-dessus du salaire, français, mais bon, à Dubaï, on le sait, il y a différents types de salaires en fonction, des professions. Après, il y a, voilà, les pays comme, en termes de pouvoir d'achat, visiblement, la France, elle est, devant l'Italie, l'Espagne et derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc, c'est à vous de voir un peu, où est-ce que vous vous sentez bien aussi. Donc voilà, ce qui est bien, quand on part, voilà, l'expérience que moi j'ai eue, c'était, des meilleures payes. Je peux vous dire, ma première paye, je gagnais, donc j'étais auditeur junior, je gagnais, à l'époque, c'était environ 40 000 € bruts. C'était 3 150 € bruts par mois. Je m'en souviens, sur 13 mois. Là où je pense qu'en France, j'aurais tourné autour de 30 ou 32 000 € bruts, en sachant que, en France, après, il y a parmi les plus hautes cotisations salariales du monde, et les impôts qui sont pas si chers, les impôts sur le revenu en France. Donc voilà, c'était en termes de peut-être un tiers de pouvoir d'achat en plus et mon premier loyer, je m'en rappelle aussi, on était 2 à le payer, mais en tout, c'était, 925 € charges comprises. Depuis, ça a bien changé, mais comme ça, vous pouvez vous faire un peu une idée du pouvoir d'achat qu'on pouvait avoir. Donc à l'époque, pour moi, c'était vraiment la grande vie, hein, plus que ça faisait, je sais pas, autour de 2 500 € net. Après, j'avais des heures sup et cetera et c'est comme ça que j'ai pu, épargner, je crois que c'était dans les, 20 000 €, en un an et demi, j'ai pu acheter mon premier bien immobilier. Donc voilà, ça a été le 1er point positif. Ensuite, aussi, il y a tout ce qui est opportunités professionnelles. Moi, je me rappelle, j'avais envoyé 4 CV, j'avais eu, 3.
entretiens et 2 propositions d'emploi. Donc c'était quand même pas mal en démarrant, là où parfois on voit des gens qui envoient 100 CV ou des choses comme ça. Non, je pense que j'avais envoyé 5 CV, j'avais eu 4 propositions d'entretien et puis j'en avais fait que 3 et j'avais eu deux offres. Donc voilà, plutôt content. Donc voilà, c'est vraiment le point, bah, qui est important, hein, c'est, le pouvoir d'achat et surtout si on veut acheter par exemple de l'immobilier en France, être expatrié pour se faire le premier pécule, ça peut être une bonne idée. On peut aller en Suisse, à Hong Kong, à Singapour, aux États-Unis si on peut, si on a les visas et cetera. Ça peut être un bon moyen de vraiment accélérer et gagner du temps là où peut-être qu'en France on arriverait à mettre 500 € de côté, par mois, bah, peut-être qu'on peut mettre 2 000, 3 000 € de côté dans, d'autres pays. Donc voilà, plus d'opportunités professionnelles, aussi dans les pays qui sont en train de grossir. Vous pouvez aussi avoir des postes qui se créent là où on n'en a pas forcément, en France où l'économie, on va dire qu'elle est stable. Donc, si par exemple vous voulez, occuper un poste précis, il va falloir attendre que quelqu'un parte. Là où, dans, d'autres pays qui grossissent plus vite, vous pourriez avoir, la création d'un poste que vous pourriez prendre et moi, je l'ai vu, notamment, j'ai été dans des, comités internationaux avec, mes premiers emplois et en fait, j'étais souvent le plus jeune parce que, bah, il y avait des gens de tous les pays, d'Europe notamment et pas que et en fait, bah, souvent, à l'époque, hein, j'étais le plus jeune, maintenant, voilà, j'ai vieilli, mais ben, on voyait que j'avais eu une opportunité que dans un autre pays, j'aurais pas pu avoir ou alors peut-être plus de concurrence et pour quelqu'un de plus expérimenté. Donc vraiment, il y a des opportunités qui vont se créer dans les pays qui sont dynamiques. Là où en France, bah, si, le poste il est déjà pris et que la personne, elle a 45 ans, bah, vous êtes bon pour attendre 20 ans peut-être pour prendre son poste et à ce moment-là, c'est pas idiot de changer, hein. Moi, mes revenus, ils ont beaucoup augmenté le jour où, bah, j'ai quitté justement, notamment ce premier emploi de d'auditeur financier. Deuxième point, que j'ai mis, c'est la sécurité dans les rues. Donc là, c'est le gros point noir, pour moi de la France aujourd'hui avec les impôts. C'est les 2 gros points noirs, qu'on peut voir. Après, c'est pas une grosse insécurité, mais c'est vraiment la sécurité qui est embêtante. Là, il y a Sophie que j'avais eue sur le podcast, Sophie Deloge. Elle s'est fait casser la vitre de sa voiture garée pour la 5e fois. À Bordeaux, là, elle m'a dit, elle a montré, c'était la 5e fois. J'ai un pote, il s'est fait pareil, il s'est fait cambrioler, enfin 2 tentatives de cambriolage chez lui alors qu'il habite dans un quartier plutôt, chic et d'ailleurs il écoute le podcast et je crois sa voiture pareil 3 fois. Vraiment il y a en France c'est très compliqué, hein, cette histoire et puis en Europe en général je trouve, mais la France, c'est vraiment le gros point noir en tout cas pour moi. Quand on y est, on s'en rend pas forcément compte, je trouve, mais dès lors qu'on est parti et qu'on revient, c'est assez, c'est vraiment le truc marquant. J'ai regardé des petits indices, donc selon le Global Peace Index, donc la France, elle est 65e mondiale, hein, franchement, c'est c'est pas brillant, hein. Par exemple, l'Espagne, elle est 29e, les pays les plus, sûrs du monde, donc c'est la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Islande. Moi, j'avais été en Islande, j'avais eu un problème avec ma voiture, le vent avait tordu la porte et en fait, j'avais, laissé ma voiture ouverte pendant parce que bien sûr en Islande, il y a pas de garage à proximité. J'avais laissé la voiture ouverte pendant 10 jours avec mes affaires dedans. Pareil, j'ai été à Dubaï, j'ai eu un aussi un souci avec la porte de l'appartement. Je passais une serrure connectée, c'était pas très clair le fonctionnement. D'ailleurs, les serrures connectées, je vous déconseille, hein, pour vos LCD. Il y a souvent, on a souvent des problèmes et en fait, j'ai laissé l'appartement ouvert avec, voilà, mon Mac, mon passeport et tout. Franchement, j'ai pas du tout eu peur de quoi que ce soit. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de laisser mon passeport tout le temps parce que je l'ai perdu puis retrouvé. Donc voilà, la France, selon après il y a une autre étude, HelloSafe, 4e pays européen le moins sûr pour voyager. Voilà, la France, elle a une note de 55 sur 100. Donc c'est parmi les pays européens avec la taux de criminalité, les plus élevés. Devant la Belgique, pourtant la Belgique, je vous salue les Belges, mais il y a des endroits, Molenbeek, Schaerbeek, Charleroi, ça fait pas rêver. Royaume-Uni, je pense qu'il y a aussi la ville, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la pire ville, d'Europe, en termes d'insécurité et Italie, bon, bah, voilà, il y a la mafia et tout ça. Voilà et il y a des classements, bon, qui sont, contestés, mais qui mettent la France par donc celui de Numbeo, qui place la France en tête des pays européens les plus dangereux. Alors,
Peu importe qu'on soit premier, bon voilà, 1er ou 10e pays le plus dangereux, c'est vraiment la sécurité constante. C'est le gros point noir, hein, je pense de la France. C'est un point à mon avis qui serait pas si compliqué à régler s'il y avait de la volonté, politique, mais il y en a pas. Pourquoi? Je sais pas, peut-être pour faire monter les prix de l'immobilier dans les quartiers les plus sûrs, mais c'est vraiment le gros point noir et c'est le gros point positif, hein, si vous partez, où que vous alliez globalement, ben, ce sera mieux. Ça, c'est vraiment, autant il y a des choses qui sont bien mieux en France, autant la sécurité, sauf si vous allez en Amérique du Sud, hein, mais sinon, si vous allez en Asie, globalement, c'est toujours mieux. N'importe où en Europe, c'est toujours mieux. Dans au Moyen-Orient, c'est toujours mieux. Voilà, après ça, c'est les pays d'expatriation. Si vous allez aux États-Unis, à part dans les quartiers des gangs, mais sinon, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est que c'est toujours mieux aussi. Donc ça, c'est le gros point noir de la France selon moi et d'autant plus, voilà, si on est une femme ou si on a des enfants ou si, on habite dans les endroits un peu compliqués. C'est après, il faut voir aussi comment, les, délits sont les infractions sont reportées. Mais bon, le sentiment, voilà, ah oui, c'est un sentiment d'insécurité d'après, Dupond-Moretti. Voilà. En tout cas, ça, c'est le gros point noir, un des gros points noirs de la France. Donc où que vous alliez, sinon ça, ce sera mieux. Après, j'ai mis les délais, de justice. Donc, là, c'est aussi un point noir de la de la France. Après, on ira sur les points positifs, hein, vous inquiétez pas. Mais, délai de justice. Donc ça, je connais assez bien, j'ai pas mal de ma famille qui est un peu dans ce domaine, donc, je connais assez bien le sujet. Donc, la France compte 11,2 juges pour 100 000 habitants, moitié moins que la moyenne européenne, en sachant qu'en France, souvent, les juges jugent à 3, alors que, par exemple, en Angleterre, je crois, ils sont souvent seuls. Donc voilà. La situation pareil avec les procureurs, 3,8 procureurs pour 100 000 habitants contre 11,8. Donc quasiment 4 fois moins de procureurs, 2 fois moins de juges que la moyenne européenne. Et sur le plan budgétaire, voilà, c'est 72 euros par habitant pour son système judiciaire. C'est 2 fois moins que les Allemands, par exemple. Et moins qu'en Espagne, moins qu'en Italie. Et donc, les délais des procédures civiles ont doublé en 10 ans. Elles sont passées de 279 jours à 637 jours. On le voit là, il y a eu alors moi de toute façon je vote pas, mais il y a eu, on est en 2025, il y a eu le procès là pour, de Marine Le Pen et heu et en gros ils disent ouais, mais là il y a l'exécution, immédiate de la peine. Je sais plus comment on appelle ça exactement, mais en gros exécution immédiate de la peine et en gros elle pourra pas se présenter en 2027 à cause de ça, alors qu'on est en 2025, même si elle fait appel. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point et il est lié à l'insécurité. Il y a nul doute que c'est lié à ça. Les prisons, depuis que je suis né, on me dit qu'il y a pas assez de place en prison. Donc voilà, paraît-il qu'aucune commune ne veut de prison chez elle. Je crois qu'on m'a parlé d'une commune qui en voulait une. Mais bon, après quand c'est pour d'autres choses, l'État il arrive bien à s'imposer, hein. Quand c'est pour saisir de l'argent, sur les comptes, pour un calcul d'Urssaf erroné, il y a pas de souci. Quand on a eu, voilà, quand on a eu certains événements, l'État, il a bien su faire, usage de la force publique et là, bon, il y a pas de budget, je sais pas où est-ce qu'il va il va le budget. On a les parce que en fait, ça, il faut le mettre en corrélation avec le fait qu'on ait quasiment les impôts les plus élevés au monde. Donc voilà, on a 2 fois moins de juges avec les impôts les plus élevés au monde, on a 3 ou 4 fois moins de procureurs et 637 jours. Vraiment, si vous avez un litige, moi, ce que je vous recommande, grandement, c'est de, je sais pas, de faire une médiation ou de trouver un accord à l'amiable parce que 637 jours, bah, ça peut pas aller ça. Voilà. Ah oui et du coup, je vais vous faire, bah, mon expérience personnelle, hein, de l'expatriation. Donc moi, j'ai eu un procès, j'avais une locataire, donc j'ai des biens dans plusieurs pays et j'ai une locataire qui ne me payait pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec cette locataire? En fait, c'était un de mes premiers appartements, j'étais un peu trop tendre à l'époque. En gros, elle a payé pendant 1 an, je pense et après elle a commencé à avoir du retard. Ça faisait que au lieu de payer le 5, elle payait le 20 et puis du coup, le mois d'après, elle payait le 25 et du coup, arrivé, le 3e mois, en fait, elle payait plus. Après, elle repayait un peu et tout donc ça a quand même, j'ai eu une ardoise assez élevée jusqu'à ce qu'en fait, je me décide à prendre les devants et donc je me souviens très bien, j'ai déposé, ma demande au tribunal, c'était en juillet
et c'était vers le 20 juillet, je pense. Donc j'avais été directement au tribunal, hein, j'avais montré, tout était expliqué, hein, sur le site, de l'État. Il y avait, je pense que c'était une greffière qui avait regardé que j'avais bien toutes les pièces. Elle m'avait dit: «Ah là, par contre, il manque ça». Donc alors que je pense qu'en France, ça se passerait pas du tout comme ça, à mon avis. On n'aurait pas comme ça un accès direct au greffier et en tout cas, du coup, j'étais revenu, je pense le soir même ou le lendemain avec les pièces et ensuite j'avais été auditionné, donc l'audience, elle avait eu lieu en septembre, donc fin juillet, j'avais déposé, c'était pas une plainte, mais voilà, hein, une demande, de résiliation du loyer et de recouvrement des loyers impayés. Septembre, j'avais été plaider moi-même. J'avais pas d'argent du tout à l'époque, je voulais pas payer un avocat, donc j'avais plaidé moi-même et octobre, on avait eu la décision et ma locataire alors par contre ma locataire, dès qu'on a eu le jugement, elle est partie. Donc elle m'avait dit: «Bon, bah, c'est bon, voilà, j'ai eu le jugement, je pars». Donc ça a été en gros 2 mois et quelques en sachant que c'était pendant l'été. Donc ça, c'est, ma seule expérience que j'ai eue avec la justice pour l'instant et j'espère, la seule et après, j'avais été chez l'huissier. On avait pu recouvrer une partie de la somme mais pas toute la somme. Ensuite, la personne a déménagé puis elle avait plein de créanciers. Mais j'ai quand même récupéré une partie de l'argent, là où par exemple sur mon appart défoncé, ben, j'ai à part les assurances, mais de la part de la locataire, j'ai rien récupéré du tout. Ensuite, j'ai mis puissance militaire. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est un peu, dans la vie de tous les jours, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais globalement, la France, d'après le Global Firepower, une étude donc, d'un institut qui s'appelle Global Firepower, elle aurait la septième position en termes d'armée, et la plus grosse armée, d'Europe. Donc bon, je sais pas si c'est un bon point ou non, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être rassurant d'un certain point de vue. Puissance militaire, la seule de l'Union européenne, hein, si je dis pas de bêtises. On a les Rafales qui sont parmi les meilleurs, avions, du monde. Les sous-marins, ils sont pas mal aussi. Après, c'est toujours un manque de moyens, on l'a bien vu, voilà, les Rafales, c'est des bons avions, mais on en a pas tant que ça, donc moi, j'aime bien suivre tout ce qui est autour de l'aviation, donc c'est toujours intéressant. Après les Américains, ils ont des avions qui sont aussi, plutôt bons, mais à part, voilà, les F-22 puis les F-35 qui sont problématiques, je pense que le Rafale, c'est un des meilleurs avions du monde, voilà, avec une armée qui tient la route pour l'instant, mais on a beaucoup coupé dedans, donc nul doute qu'en fait, le jour où il faudrait vraiment s'en servir, on trouverait des dingueries comme on en a vu, pendant la pandémie avec les masques, hein. On nous disait aussi qu'on avait un très bon système de santé et ça, c'était à l'échelle, de tous les pays, hein, globalement. Mais voilà, entre ce qu'on dit et puis, la réalisation, il peut y avoir, des différences. Mais bon, ça peut quand même, être considéré, par certains comme une fierté. Et puis, ben, c'est aussi un point je pense que la diplomatie française, globalement, voilà, j'ai l'impression qu'on nous écoute plus trop à l'échelle internationale. Par contre, c'est vrai qu'on a tout ce qui est, les forces d'intervention, le GIGN. Si jamais vous faites kidnapper, c'est pas mal d'être français. Donc, de ce point de vue-là, on est plutôt bon. Donc vive la France. Après, globalement, vivant à l'étranger, dans un pays, où l'armée, ben, elle est pas dans le top 10, hein, clairement pas. Heu, Globalement, ça change rien. Dans la vie de tous les jours, ça change pas grand-chose. Après, tous les pays de l'OTAN, de toute façon, ils versent, c'est en proportion de leur PIB, hein. Je crois que l'objectif, c'est 3%, mais aucun pays le respecte. Donc voilà, ça, où que vous alliez, je pense que ça va pas, changer grand-chose. Mais voilà, vu le climat actuel, c'est quand même bon de le savoir. Après, est-ce qu'un pays qui a une bonne armée, c'est un bon pour le citoyen, lambda, est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point? Aucune idée. Est-ce qu'on a plus de risques qu'on nous envoie ou non? Au fond, aucune idée. Mais voilà, c'est quand même un point qui est important parce que, bah, enfin, c'est lié à l'État et puis c'est une des missions, régaliennes de l'État. Système de santé. Donc là, c'est, du coup, j'ai bien expérimenté, les systèmes de santé en France quand j'étais plus jeune et puis à l'étranger. Alors, la France se classe au 4e rang mondial, en termes de dépenses de, santé, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà. Toutefois
Ces dépenses élevées ne traduisent pas nécessairement des résultats proportionnels. Donc, d'après le classement Legatum Prosperity Index, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais bon, il fallait bien que je vous trouve un peu des sources. La France, elle occupe la 20e position sur 167 pays. Et donc, j'ai regardé un peu les pays qui sont devant la France. Donc, les 3 premiers, c'est Japon, Singapour, Corée du Sud. 5e, Taïwan. 6e, Israël, Chine. Hong Kong en 15e. Et Australie, Nouvelle-Zélande, en dessous de la France. Et donc, pour ce qui est de l'Union européenne, ou enfin la 4e, c'est la Norvège, je sais plus, ils sont dans le EEA, là on appelle ça, je crois. Donc en tout cas, en Europe géographique, on va dire, il y a Norvège 4e, Islande 8e, Pays-Bas 9e, Suède 10e, Malte 11e, Luxembourg 12e, Suisse 13e. Finlande 14e, Italie, Allemagne 16-17e, Danemark 18e, Belgique 19e. Donc en gros, et Espagne 21e, donc juste derrière la France. Donc en gros, vous voyez, si vous allez en Asie, dans les pays les plus riches d'Asie ou en Europe où vous alliez, vous allez avoir un niveau de soins qui va être supérieur ou égal à la France globalement. Donc ça, c'est un gros point positif. Après, je connais pas tout ce qui est les cliniques privées, que ce soit par exemple les États-Unis, ils sont pas dedans, hein, là on le voit. Les cliniques privées en Thaïlande ou quoi, il y a des gens qui disent que c'est bien. Aucune idée de ce que c'est. Bah moi, j'habite en Europe, donc ce que je peux vous dire, c'est là où la grosse différence qu'on a avec la France, c'est la disponibilité des médecins, par exemple. Mes lentilles, j'ai des lentilles et en fait, un jour, je vais chez l'ophtalmo et il me dit: «Bah, en fait, ils ont arrêté de produire vos lentilles, donc il vous faut, une nouvelle référence». Donc je lui dis: «Ah zut, bah, je dois aller chez l'ophtalmo», j'avais pas prévu. En 2 jours, j'ai eu un rendez-vous, chez un ophtalmo. Donc ça, c'était plutôt bien. Après j'ai eu, une très légère opération, il y a 4-5 mois. Enfin un truc, voilà, rien vraiment rien de grave, mais j'ai pu, choisir la date et l'heure de l'intervention. C'est un truc, anesthésie locale et tout. J'ai pu choisir la date et l'heure, donc je sais pas, si c'est pareil en France. Ça fait très longtemps, mais je dirais que non. En général, quand on va à l'hôpital, on peut pas vraiment choisir la date et l'heure. Donc ça, c'est les gros points, positifs. Et par contre, en termes de cotisation sociale, en tout cas là où je suis, c'est beaucoup moins cher, proportionnellement que, je dirais que c'est entre 2 et 3 fois moins cher qu'en France. Donc voilà ce que je peux, vous dire sur la santé. Après en France, je pense si on a un gros problème, un truc bien technique et tout, là, on a des très, très bons médecins, donc ça peut être utile. Voilà, toujours à voir en fonction de la disponibilité un peu et de tout ce qui est, enfin, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'avoir, la superstar si vous avez un truc super compliqué ou, ben, d'avoir un rendez-vous, chez le dermato si vous avez un bouton bizarre, dans les jours qui viennent. Voilà, c'est chacun a son propre cas. Dans tous les cas, je pense que si on a vraiment un gros problème, on est toujours déçu et ça se passe toujours mal où qu'on soit. Donc peut-être autant payer le moins cher possible. Et si vous demandez quel pays paye plus cher, que, la France, c'est, États-Unis en premier, Chili, Canada. C'est les 3 pays, qui dépensent le plus et après, c'est quand même assez significatif. Par exemple, l'Allemagne, l'Italie, c'est à peu près un quart moins cher enfin les dépenses moins chères et le Portugal, c'est quasiment la moitié. Donc voilà, après les classements, ils valent ce qu'ils valent, mais je pense que la plupart, d'entre vous seront d'accord avec cette analyse. Donc système de santé, ben, la France, c'est pas mal, c'est pas le mais c'est le plus cher. En gros, c'est pas un très bon rapport qualité-prix, mais la santé n'a pas de prix, paraît-il. Après, ben, le problème en France, on le connaît, hein, c'est que en fait, il y a peu de gens qui cotisent. Je crois qu'en France, une fois, j'avais entendu, alors à vérifier, sur 100 personnes en France, il y en a 42 qui travaillent et en Suisse, par exemple, il y en a 58 qui travaillent. Donc ça veut dire qu'on en a 16 de plus, qui cotisent et à l'inverse 16 de plus qui coûtent. Donc la différence, elle est énorme en termes de ratio de dépenses. Donc voilà, la santé, là où je suis plutôt content. Tous les gens que je connais, ceux qui ont eu des enfants et tout, ils sont contents.
Mais voilà, c'est jamais parfait de toute façon, la santé. Et après il y a un problème, c'est l'approvisionnement des médicaments. Ça, c'est un problème qui est global. En gros, ce qui se passe, c'est que les médicaments avec les molécules, qui sont connues depuis longtemps, dont les antibiotiques, et ben, en fait, on les achète pour 3 fois rien, on les fait produire, dans les pays du tiers-monde et du coup, ils veulent plus nous les vendre quand c'est la crise parce qu'on achète 2 € une boîte d'antibiotiques. Donc ça, c'est un problème, mais ça, c'est un problème à l'échelle, au moins européenne, je pense. Système de retraite. Donc le système de retraite français, il est classé 19e au niveau mondial, donc il est plutôt, bon et alors, d'après le classement là que j'ai vu, la France obtient la remarquable 2e place, pour le niveau de vie des retraités. Voilà, après elle affiche et en fait c'est tout le, problème donc le plus performant du monde apparemment c'est celui des Pays-Bas, qui combine adéquation des prestations et soutenabilité financière. Mais, en gros, le système de retraite français, on le connaît, hem, bah, le gros point, négatif, c'est, que c'est un système de Ponzi, hein, tout simplement. Il y a, les en ce moment, vous ne cotisez pas pour votre retraite si vous êtes, salarié ou fonctionnaire, vous, payez pour la retraite, de nos aînés qui coûte 25 du PIB, hein, donc c'est vraiment la plus grosse dépense de très loin de l'État. Si vous regardez, c'est vraiment incomparable avec les autres budgets. Donc voilà, tant mieux pour les retraités qui ont un très bon niveau de vie aujourd'hui. En fait, moi, tout ce qu'il y a dans ce podcast par rapport à l'investissement, le bye bye patron, l'investissement en bourse, l'investissement en immobilier, les personnes, elles pensent que c'est pour devenir riche. Mais en gros, vous savez pas où on va. Je crois qu'on va arriver à 1,3 actifs, pour un retraité d'ici à ce que les personnes qui ont 30-40 ans, arrivent à l'âge de la retraite. Donc le système, il est pas du tout, viable, en fait et en fait, on pense que c'est un luxe d'investir, là où c'est pas du tout un luxe, en fait. Il y a un moment où on n'aura pas le choix. Les gens, on pourra pas leur dire: «Ben, écoute, tu vas payer, avec ton salaire pour le retraité, plus pour, les personnes qui sont à l'école, plus pour les personnes qui travaillent pas, plus pour, tous les fonctionnaires». Ça peut pas tenir, en fait. Donc voilà, avoir des actifs qui rapportent, des actifs si possible dans plusieurs pays, la bourse, dans des pays qui ont une meilleure démographie, enfin dans pas forcément dans des pays émergents, mais dans des pays dans des on va dire dans des industries qui profiteraient de la meilleure démographie de certains autres pays, avoir de l'immobilier et cetera. C'est pas en fait, il y a des personnes qui pensent que c'est un choix, alors que en fait, c'est pas du tout un choix. Si vous voulez avoir un niveau de vie décent, bah, à la retraite, voilà, c'est juste de la démographie, hein. Il y a pas de sujet politique là-dessus et je pense que globalement, où que vous soyez dans les pays, développés, la démographie, elle est très mauvaise. La pire, je crois que c'est en Corée du Sud, ils ont moins d'1 enfant par femme. En Chine, c'est encore, je sais pas comment est le système de retraite, mais c'est encore pire. Enfin, c'est aussi, très mauvais et dans toute l'Union européenne, hein, globalement, les gens ne font plus d'enfants pour plein de raisons, que je ne connais pas forcément, mais je suppose que les prix de l'immobilier hyper chers, les impôts hyper élevés, font qu'on a moins envie, enfin, on n'a pas forcément la possibilité ou alors, ben, ou alors on travaille pas et on vit du système social. Là, j'ai eu une candidate locataire avec 5 enfants. Ouais, là, ça va. Donc, en gros, le système de retraite, pour l'instant, il est très bon en France. Si vous avez moins de 60 ans, je pense que, vous n'en profiterez pas de ce beau système et ça, c'est pareil où que vous soyez. Il y a des pays, bon, visiblement, les Pays-Bas, ils sont un peu mieux. Regardez, en gros, comment c'est financé et si c'est une retraite par capitalisation ou par répartition. Le mieux, ben, c'est de profiter un peu du double système. Voilà, en tout cas, nous, moi, je considère que je n'aurai pas, de retraite ou alors vraiment une misère. Donc ça, globalement, je dirais que c'est pareil dans tous les systèmes développés qui ont des systèmes de retraite par répartition. C'est un système de Ponzi, hein, tout simplement, qui ne personne ne l'appelle comme ça, mais les nouveaux entrants payent pour les anciens. Pour moi, c'est un Ponzi. Donc pensez à investir et voilà, c'est pas ça qui va si vous avez 2 appartements payés, ça va pas vous rendre riche, mais ça va peut-être maintenir justement votre niveau de vie quand vous allez vieillir et en plus, il peut arriver plein de choses dans la vie qui font qu'on peut perdre son emploi, typiquement l'intelligence artificielle, heu
Donc, plus, voilà, on peut vouloir tester autre chose, on peut, je sais pas, avoir une rupture amoureuse et vouloir partir au bout du monde. Il peut y arriver plein de choses dans la vie et c'est quand même pas mal d'avoir des actifs qui, nous rapportent en plus, de son activité principale, que vous soyez entrepreneur ou, salarié, ça change rien. Si à un moment vous devez stopper votre activité, j'ai enregistré là récemment avec quelqu'un qui a eu un accident de moto, il était 4 ans à l'hôpital. Donc voilà, avoir des actifs, ça peut, aider, typiquement. Donc système de retraite en France, c'est bien. Donc si vous avez plus de 60 ans, ce qui est pas le cas de tous les auditeurs, mais il y en a, hein, il y en a. Voilà, vous êtes bien et puis sinon, bah, c'est un Ponzi, on le connaît, vous aurez rien. Donc pensez à investir dans des, actifs dès à présent et si vous voulez savoir comment faire, allez dans l'académie des gros billets ou faites-vous coacher par des coachs excellents comme Michel, mon associé et moi-même. Ensuite, marché immobilier. Donc là, pour moi, c'est le gros point noir de l'expatriation, en fait. C'est pour ça que je vais vous, donc moi, pour mon expérience, hein, pour revenir sur le système de retraite, ben, vous en doutez, je considérerais que j'aurais pas de retraite là où je suis, même si je cotise. Peut-être que j'en aurai une, tant mieux, mais voilà, mon but, c'est d'avoir assez de bourse. Principalement, ce sera de la bourse, hein, mon but, de toute façon, c'est là, j'ai des dizaines d'emprunts qui courent sur de l'immobilier. Dès qu'ils seront soldés, ben, une partie rapatrier l'argent en bourse et vivre de la bourse, en grosse partie et pourquoi pas, à la limite, racheter de l'immobilier. Mais en tout cas, le but, c'est dès qu'il y a un appartement payé, soit repartir en emprunt, soit, vendre le bien pour, aller en bourse et pas avoir, les taxes foncières, les locataires, la casse. Là, en ce moment, j'ai, un garage que je loue 90 € par mois où il y a une porte électrique. Je l'ai acheté comme ça, bah, elle est en panne. Donc vous voyez, s'il y a un problème sur le moteur, ça va me coûter, peut-être plusieurs années de location. Bon, je l'avais acheté avec un appartement et un autre garage et bah, tout ça, voilà, dès que c'est payé, hop, on revend, bourse directe en grosse partie ou alors on va sur des projets, plus gros ou différents. Mais le but, c'est quand même de profiter toujours de l'effet de levier. Marché immobilier, donc c'est le gros point noir selon moi, de l'expatriation. C'est que dans plein d'endroits, l'immobilier, il coûte super cher. Dans toutes les destinations un peu à la mode, en gros, l'immobilier, il coûte super cher. La France, c'est quand même un des pays, donc j'ai regardé, c'est le troisième pays avec le prix moyen par mètre carré, le plus élevé. Donc il y a que, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui sont au-dessus. Voilà. Et donc, par contre, en termes de pouvoir d'achat, un ménage français peut acquérir un bien de 64 mètres carrés et 19 mètres carrés seulement s'il souhaite s'installer à Paris. En comparaison, en Italie, c'est 116 mètres carrés, donc quasiment le double. Après, en Italie, c'est un pays vieillissant, donc l'immobilier, forcément, je crois que c'est le pays où il y a le plus de personnes âgées au monde, à mon avis, ou quasiment. Et on peut s'acheter 52 mètres carrés à Rome et au Royaume-Uni, la moyenne, c'est encore pire. Donc là, c'est 40 mètres carrés qu'un ménage peut s'acheter et 12 mètres carrés à Londres. Donc les, pays où l'immobilier est le plus accessible, c'est l'Italie, l'Espagne et la Belgique, visiblement. Après en Belgique, il y a la Wallonie et la Flandre, je connais assez bien et c'est pas les mêmes prix, hein. À Charleroi ou à Anvers, je sais pas si on dit Anvers ou Anvers, mais c'est pas les mêmes prix, hein. Ou à Liège ou à Bruges, à mon avis, c'est pas les mêmes prix non plus. Donc voilà, donc ça, c'est le gros problème, mais ça, c'est à l'échelle des pays. Mais en fait, si vous allez bouger, vous allez sûrement aller dans une capitale et toutes les capitales sont hors de prix. Si vous allez, bon, c'est pas la capitale de la Suisse, par exemple, mais si vous allez à Zurich ou à Genève, c'est hyper cher, même si vous gagnez bien votre vie. Si vous allez à Dublin, c'est hyper cher. À Londres, c'est hyper cher. Si vous allez, peut-être à Dubaï, pour l'instant, c'est pas aussi cher que ça avec les salaires qu'on peut avoir. Si vous allez en Asie, Singapour, Hong Kong, hyper cher. En Espagne, si vous allez à Barcelone ou Madrid, bon, il y a quand même, là, j'ai plusieurs auditeurs qui achètent en Espagne, donc c'est faisable. Mais voilà, c'est aussi des prix qui sont assez élevés. Qu'en gros, toutes les destinations d'expat, classiques, on va dire, notamment si vous avez des métiers des métiers de bureau, on va dire, dans la finance ou peu importe, vous allez vous retrouver dans les endroits les plus chers du monde. Si vous allez à New York, j'en parle pas. Là, je reviens de Floride, j'ai vu les prix
mais c'est des prix, même quand on est, très loin de Miami et cetera. J'ai vu, des maisons classiques, c'était 1,6 million, 1,7 million. Il y avait des maisons à 6 millions, 7 millions. Donc dans les endroits, si vous allez aller dans des endroits où il y a du pouvoir d'achat, via notamment les bons salaires, vous allez avoir ce gros problème du marché immobilier et de pas avoir, parce que les locaux souvent, ils vont hériter, d'un bien éventuellement ou alors leurs parents, ils savent que dans ces zones, c'est super cher donc ils ont déjà acheté, ils ont déjà prévu le coup ou alors, ils vont avoir des épargnes qui sont conséquentes et tout et donc vous allez vous retrouver là, ça va être assez compliqué pour vous, d'acheter de l'immobilier donc c'est pour ça parfois, vaut mieux, rester en France et notamment, si on habite à la campagne, après qui c'est qui va vouloir habiter à la campagne, brésilienne ou que sais-je? Je dis pas qu'il y en a pas, mais en tout cas, c'est moins, c'est moins probable. Les destinations d'expatriation, c'est un peu, toujours les mêmes. Si on regarde par exemple à Bangkok, qui a eu en plus un tremblement de terre récemment, les prix d'immobilier assez chers également. Donc si on va à une destination, pour le climat ça peut être vraiment problématique. Donc pour ça, la France, je dirais que c'est quand même mieux, d'un point de vue immobilier, même si l'immobilier reste cher, à mon avis, on est mieux. Après, j'ai un ami, là, j'y étais l'été dernier, il habite à 1 heure de Washington, il a payé, par exemple, il a plutôt un bon salaire et il a payé 600 000 € pour une maison. Donc ça, je trouve que ça va, mais il est quand même à 1 heure de là où il travaille. Là où je pense que si on habite à Paris, on pourrait pas s'acheter une maison comme il a. Lui, en plus, il fait beau à Washington. Je sais pas, il doit avoir un terrain de peut-être 12-13 arts, une maison avec, 5 chambres. Je pense qu'à 1 heure de Paris, en transport, hein, et pas à 2 heures du matin, c'est compliqué d'avoir, ce que lui, il a eu, par exemple, aux États-Unis. Et moi, là où je suis, j'ai acheté tôt, j'ai acheté plusieurs appartements, j'en ai revendu. Typiquement, l'immobilier est hyper cher, hyper, hyper cher et c'est un gros problème pour beaucoup de gens. Moi, j'ai pu acheter assez tôt, j'ai pu revendre. Voilà, ça reste, quand même hyper cher. Je pense que je connais personne qui a un logement, plus cher que le mien, tout simplement, alors que j'habite dans un appartement. Tous les gens que je connais qui ont des maisons et cetera, surtout tout seul, enfin, qui ont acheté seuls en tout cas, je pense que je connais personne qui a un logement plus cher que le mien. Alors que je connais des gens qui ont des logements qui sont mieux que les miens. Alors pas en termes de localisation, mais en termes de, voilà, logement en lui-même. Ouais, c'est un gros problème ça, mais le gros point positif quand vous avez des logements chers, c'est qu'autour de vous, il y a pas de cas sociaux, en fait. Les gens, ils trient les poubelles, les gens à l'AG, ils font pas n'importe quoi, ils ont les documents, ils payent les charges. Et ça, c'est un point dont on parle pas, c'est que en fait, si vous habitez dans un endroit qui est pas cher, les gens autour de vous vont payer pas cher et du coup, ça va être, vous aurez pas forcément les meilleurs voisins. Donc voilà, l'immobilier, c'est ça le point, positif de la France. L'immobilier est quand même encore, accessible. Par exemple, avoir une maison, c'est accessible, là où dans plein de pays, c'est pas accessible. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde et cetera, mais point positif de la France, je dirais quand même le marché immobilier et surtout, le fonctionnement, de l'immobilier. Par exemple, en Suisse, il faut souvent apporter un quart du montant en cash et un appartement dans les grandes villes, ça coûte au moins 1 million d'euros. Donc jusqu'à, mettre 250 000 € de côté pour l'apport en cash, ça peut être très compliqué. Après, eux, ils ont un très, très bon système, hein. Une fois qu'on a payé, cet apport, on peut ne jamais rembourser, donc ça peut être, très intéressant. Mais, voilà. Donc ça, immobilier, donc là, je dirais France, pas mal, hein. France, pas mal. Parce que, déjà, j'ai des dizaines de biens en France. Il y a les taxes foncières, il y a les frais de notaire, mais je pense que, niveau immobilier, si on part de zéro, on est, plutôt bon. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est lié à, on va dire à l'État. Donc voilà. Ensuite, on attaque avec le point 8, la fiscalité. Alors la fiscalité, c'est pas compliqué. La France a le taux d'imposition le plus, élevé au monde ou quasiment si on compare, avec la Bulgarie, donc 55 du PIB, là, de ce que j'ai pu voir. Alors les chiffres, ils varient, puis c'est toujours pareil, comment on tient compte, des cotises ou non? Hem, alors globalement, en Europe, mine de rien, les taux, ils sont tous, en Europe de l'Ouest, on va dire, ils sont tous, à peu près,
à peu près équivalent. Alors là, j'ai une petite étude, tac. Donc Danemark, France, Autriche, Espagne, Belgique, Portugal, Suède, Finlande, Slovénie, Pays-Bas, Irlande, Allemagne, voilà, Italie, Islande, Luxembourg, UK. Voilà, la France, 55% du PIB. Et là, de tout ce que je vous ai dit, par exemple, donc de tous ces pays, ils sont au moins à 45%. Donc UK, Luxembourg, Islande, Italie, Germany, Irlande, Pays-Bas, Slovénie, Finlande. Donc où que vous alliez en fait en Europe de l'Ouest, vous allez avoir, si vous êtes salarié, des taux d'impôt qui sont élevés, mais vous pouvez avoir des salaires qui sont beaucoup plus élevés aussi. Donc c'est ce qu'il faut voir. En Irlande, par exemple, vous allez avoir 48% du PIB contre 55 en France, mais vous pouvez avoir déjà des meilleurs services publics et des impôts légèrement plus faibles et des salaires qui sont plus élevés. Si on veut vraiment avoir des impôts qui sont faibles en Europe, il faut aller dans des pays, bah, si vous êtes salarié, ça va pas aller parce que c'est Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Hongrie, Ukraine. Bon, ça, je vous conseille pas. Géorgie, Slovaquie, Malte, Croatie. Là, je suis pas sûr que vous allez à Norvège, c'est encore ça va, c'est 39% et là, bah forcément, il y a un très gros pouvoir d'achat, mais à mon avis, c'est compliqué déjà le climat et d'avoir, je sais pas à quel point on peut avoir des bons salaires. Et là, l'immobilier il doit être fou aussi, les prix doivent être complètement débiles. Donc, où que vous alliez en Europe de l'Ouest, beaucoup d'impôts. Le problème de la France, c'est plutôt la corrélation entre les impôts déjà qu'on n'a pas choisi, la complexité des impôts et bah, le retour, hein, qu'on n'a pas forcément. Par exemple, moi, je suis dans un pays qui paye, on paye quand même, pas mal d'impôts, mais pour vous donner un exemple, j'ai dû refaire, mon passeport. J'ai pas eu à prendre de rendez-vous, j'y suis allé. On m'a dit: «Ton passeport, il sera prêt, dans maximum 10 jours» et j'y suis allé, donc ça m'a pris, allez, 10 minutes. La personne, bien sûr, prend la photo pour votre passeport, l'employé communal, il prend la photo pour votre passeport. C'est tellement plus simple qu'en France, il faut aller au photomaton, c'est refusé et cetera. Donc voilà, 5-10 minutes, c'était réglé. 5 minutes plus tard, pour, récupérer mon passeport. En 10 jours, je l'avais, c'était réglé. Donc ça fonctionne, très bien. Pareil, si que vous avez votre permis de conduire et cetera, si vous devez le changer, tout ça, ça fonctionne super bien. La justice, je vous en ai parlé. Hem Mais il y a quand même beaucoup d'impôts, hein. Ça, on peut pas le nier. Où qu'on soit en Europe de l'Ouest, en gros, beaucoup d'impôts, et la France, très faible imposition sur le revenu, hein. Je saurais pas dire exactement où elle est, mais à mon avis, elle est au milieu en termes de alors je parle juste de l'impôt sur le revenu, au milieu, en termes d'impôt sur le revenu, d'Europe. Il y a beaucoup de pays qui ont plus d'impôts sur le revenu que la France. En revanche, en France, le problème, trop d'impôts en nombre. Déjà en pourcentage, enfin, de vos revenus et en nombre. Et après, en fait, il faut voir aussi en fonction de votre situation, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié, si vous avez déjà un gros patrimoine, un plus petit patrimoine, si vous avez principalement de l'immobilier, si vous avez de la bourse, il y a des pays qui vont beaucoup, beaucoup moins taxer. Il y en a qui taxent pas, par exemple, les plus-values boursières. Donc tout ça fait que il faut comparer. Aux États-Unis, ça dépend des États. Voilà, à Dubaï, on est pas mal niveau impôts. Mais donc là, la France pour les impôts, c'est le pire du monde, hein. À la fois en termes de donc il y a juste le Danemark qui est au-dessus. Danemark très, très cher aussi comme pays là, pour y avoir été une fois et complexité, enfin il y a rien qui va. En fait, les impôts avec l'insécurité, c'est les 2 gros problèmes de la France, hein. À la fois le Et ça fait que moi, je connais des dizaines de personnes qui quittent la France à cause de ça et surtout de, l'URSSAF. Mais sachez que les impôts, en fait, c'est un problème, global, hein, quasiment. Alors oui, si vous avez 10 de moins de taxation, c'est mieux, mais ça va pas non plus vous changer la vie. Ce qui va vous changer la vie, c'est votre revenu de base. Si vous êtes à 6 000 au lieu de 2 000 ou 2 500, bah, ouais, ça va mieux se passer et après ça dépend, ouais, de votre situation. Alors, ensuite, j'ai mis, le 9, c'est un des points les plus importants, hein, c'est la clé du bonheur, paraît-il et je veux bien le croire, c'est la vie sociale et les rencontres. Donc ça va être le gros, gros problème, hein, si vous êtes expatrié. Alors, il y a ce que j'ai constaté, c'est que, alors le premier point, bah, déjà tous vos amis d'enfance, vous allez pas les avoir. Si vous habitez dans des endroits qui sont cool,
ils vont venir. Là, par exemple, Pierre, que j'ai vu à Dubaï. Donc, j'étais pas allé à Dubaï pour le voir, mais j'étais très content de le voir. Et je vois qu'il y a plein de gens qui viennent, le voir, lui et sa femme. Donc si vous habitez à Dubaï, c'est assez cool. En tout cas, au début, vos proches, ils vont venir. Après, au bout d'un moment, ils vont plus venir. Moi, ils sont venus. J'ai été parce que là, j'ai fait ma compta et puis pour les frais de déplacement, j'ai été, je crois, 18 fois en France en 2024. Et il y a, j'ai eu peut-être 3 fois ou 4 fois de la visite. Donc ça va être le gros point, c'est que, vos amis d'enfance, vous allez les perdre. Moi, j'habite pas trop loin de la France, donc enfin, c'est assez simple d'y aller et j'ai tout l'immobilier plus, la famille, les amis et tout ça, donc j'ai vu 18 fois et après bon, ça dépend de votre emploi du temps, hein. Si vous avez, comment vous pouvez vous libérer en fonction de votre activité professionnelle et à quel point vous devez y aller ou non. Donc moi, j'ai pas perdu le contact avec ma famille et mes personnes d'enfance parce que je vais souvent en France. Mais si vous habitez loin, si vous habitez à Hong Kong ou à Singapour, bah là, c'est clair que ça va être très compliqué. Et en fait, vous allez avoir du mal à rencontrer des gens. Dans la plupart des cas, vous allez rencontrer que des expats. Pourquoi? Mais en fait, c'est la même chose. Je dirais que si on déménage dans une nouvelle ville en France, en fait, les gens, leur cercle, il est déjà fait. Et du coup, avoir des locaux, bah, en fait, ils cherchent pas vraiment des nouvelles rencontres. Donc vous allez pouvoir les voir si vous faites, un sport, par exemple. Moi, j'ai fait du karaté, j'ai rencontré pas mal de gens là, j'ai rencontré, bah, via tout le milieu professionnel des gens et des locaux et tout ça. Je m'entends très bien avec eux, mais ça va être très compliqué d'avoir vraiment des amis, je dirais. Le point, qui peut vous aider, c'est soit si vous avez des enfants et donc, de là, vous allez rencontrer, ben, d'autres, locaux ou si vous avez un conjoint local. Donc ça va être, voilà à mon avis, les 2 portes d'entrée. Mais sinon, c'est pas alors ça va dépendre des pays, mais c'est pas forcément que les gens ils soient froids ou quoi, mais ça va être juste que leur cercle, il est déjà fait, ils ont déjà des amis, ils ont des vies bien remplies, ils travaillent, ils ont peut-être des enfants. Du coup, en fait, ils ont pas de temps pour vous. Là où les expats qui viennent d'arriver, ben, eux, ils ont le temps. Le problème qu'on a, et ça m'est arrivé surtout une grosse fois, c'est qu'on peut avoir quelqu'un avec qui on s'entend super bien et qui repart. Moi, ça a été mon cas avec, bah, j'avais un très, très, très bon ami. On a fait les 400 coups et tout, puis à un moment, bah, sa compagne ne voulait pas le rejoindre, donc lui, il l'a rejoint et bah, voilà, après vous perdez le contact et tout. C'est un peu comme une séparation amoureuse, hein, quasiment. Donc ça va être le gros point noir. Après le point positif et négatif, vous allez trouver des gens qui sont différents de vos amis d'enfance. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été en Australie, je connais plein de gens autour de moi, là où j'habite, qui ont été en Australie. Là où, ben, en France, je connais personne, en Alsace qui a été, enfin aucun de mes amis proches n'a été, par exemple. Donc vous allez avoir des gens qui ont plus voyagé, qui sont plus ouverts sur le monde, qui parlent plus de langues, qui ont plus d'ambition souvent. Mais la vie, c'est pas que ça, c'est pas que, c'est aussi, ben, parfois avoir un lien avec ses racines, avoir des gens, voilà, qui sont peut-être plus proches d'un point de vue culturel que vous. Et donc ça va être, le point positif et négatif. Ça dépend un peu des personnes. Moi, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est que les hommes, masculins, ouais, sont plus souvent attachés, à leurs origines que les femmes. Ça, c'est vraiment un point, c'est flagrant en tout cas. Moi, je l'ai vu, plein de fois et bah, moi, la preuve, hein, je vais souvent en France, même si je suis parti et ça peut être un sujet de friction si vous avez une compagne locale, par exemple, si vous êtes un homme. Donc ça, c'est, voilà, à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux entre plein d'opportunités. Pareil, si vous faites du business en ligne, vous allez à Dubaï, vous allez rencontrer plein de gens qui sont super forts là-dedans et ça va être super cool pour votre activité, pour grandir là-dedans, mais en fait, est-ce que c'est ça que vous voulez exactement comme relation? C'est pas sûr. Donc, c'est pour ça que j'aime bien l'immobilier, parce que l'immobilier, il y a pas que des il y a tout le monde, en fait, de tous les milieux sociaux et tout et donc on arrive à trouver des gens avec qui on s'entend super bien. On peut avoir des gens de bac-3 à bac+7 qui ont de l'immobilier, des gens qui viennent de milieux sociaux riches, pauvres et cetera. Là où dans certains autres domaines, ça va être, plus compliqué.
Donc ça, c'est, ça peut être le très, très gros problème, hein, la vie sociale et les rencontres et vous allez aussi avoir dans les endroits, qui ont de l'argent, souvent les hommes, ils sont plus en quête d'argent et donc vous allez avoir un déficit de femmes. Ça va être un gros, par exemple à Dubaï, c'est très connu, hein, je crois qu'il y a 69 d'hommes. Après il y a beaucoup de entre guillemets «de petites mains» qui sont des hommes qui viennent du sous-continent indien, mais c'est un problème si vous êtes célibataire dans pas mal d'endroits, ça va être compliqué, de rencontrer une compagne ou un compagnon. Il peut y avoir un déficit en tout cas dans certaines villes ou avec certains âges et cetera et ensuite il y a, la vie amoureuse, hein, bien sûr. Donc ça c'est un peu comme les racines versus voir de l'avant. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que, avoir quelqu'un un couple mixte, on va dire, de 2 cultures différentes, ça peut être très enrichissant, mais après vous allez avoir peut-être des différences culturelles qui peuvent, ou non, se résoudre. Donc là, j'ai vraiment tout vu, hein, mais mine de rien, la plupart des gens, des expats que je connais, ils sont avec des gens, de la même nationalité au départ que ce qu'ils étaient. Donc les couples mixtes, il y en a, mais pas tant que ça. Franchement, la plupart, c'est, que de ceux que j'ai pu voir en tout cas, c'est, voilà, français, français, croate, croate. Après il y a des couples mixtes, ça j'en vois aussi, mais je suis assez étonné toujours de personnes qui viennent de pays lointains et qui ont quand même un conjoint, qu'ils ont rencontré sur place, qui peut être de la même ethnie ou du même pays. Je suis toujours un peu scotché. Heu, donc voilà, c'est la vie amoureuse. Après chacun met, au niveau où il veut. Pour moi, c'est très c'est quand même ce qui fait un peu, l'essence de la vie. Donc c'est important. Donc à vous de voir, ça peut être super bien si vous aimez bien une culture, si vous voulez, voilà, avoir un peu d'exotisme, mais parfois ça peut être très compliqué d'avoir, quelqu'un qui a les mêmes valeurs, les mêmes racines, que vous. Voilà, là je vais pas m'étendre sur ma vie amoureuse. Hem, donc ça, mais c'est vraiment le point qu'il faut considérer le plus et là, gros avantage à la France, hein, mine de rien, que ce soit en termes de culture, en termes de voilà, de références communes, de de peut-être de vision de la vie, de la voilà, comment un couple il s'organise, comment après il y en a qui veulent par exemple, des il y a des gens qui voudraient, certaines organisations du couple et donc qui veulent, peut-être plus traditionnel que ce qui est en France aujourd'hui et donc ils vont être contents d'avoir, par exemple une compagne, d'un pays, plus traditionnel. Donc ça, c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous recherchez. Mais mine de rien, je pense que, voilà, sur le long terme, c'est compliqué, surtout si on parle pas la même langue au départ, compliqué aussi et ça va être aussi un problème pour l'intégration, hein, si vous voulez des locaux. Par exemple, moi, je parle, plutôt bien anglais, mais je pense que c'est très compliqué d'avoir un conjoint, qui en fait, le problème que vous allez avoir, c'est moi, je parle plutôt bien anglais, mais si, je rencontre quelqu'un dont la femme parle que anglais, je vais lui parler en anglais, ça pose pas de problème, si on est 3. Mais si on est 6 ou 7 à table, qu'il y a une personne que je connais pas, que j'ai jamais vue et qu'il y a mes amis que j'ai pas vus peut-être depuis 3 semaines, qui ont plein de trucs à me raconter, ça va switcher en français directement et ça, je pense que c'est humain et heu et en fait, du coup, ça va être super dur de vous intégrer, si vous parlez pas la langue, locale. Donc ça et puis après, ça peut être pareil avec vos alors le gros point positif, ça je vais quand même le dire, c'est que si, votre partenaire ne parle pas, sa langue maternelle, c'est une autre langue, par exemple, le portugais et que vous parlez pas portugais, le gros point positif, c'est que vous allez pas devoir vous taper les beaux-parents. Ça, c'est hyper important parce que souvent les parents, ils parlent pas, la langue, enfin voilà, peut-être qu'ils habitent pas dans le pays ou ils sont arrivés trop tard et tout et du coup, ne pas parler la même langue que ses beaux-parents, ça, je dirais que c'est un gros, gros, gros point positif, qu'il faut qu'il faut pas sous-estimer, hein. Donc peut-être que niveau différence culturelle, vous allez peut-être vous embrouiller avec votre femme, mais au moins vous tapez pas le beau-père, ou la belle-mère qui met son nez
partout. Donc là, quand même, gros avantage, à la France. Ensuite, on enchaîne sur le point numéro 10. On fait quand même 1 heure de podcast. Je pensais que ça irait plus vite. Administration et services publics, ça, j'en ai déjà parlé. Globalement, il y a mieux, il y a pire, à mon avis. En Europe, je pense qu'Europe occidentale, c'est mieux que la France. Hem, Après, dans plein d'endroits, tout ce qui est ancienne République soviétique, pays avec de la corruption, tout ça, c'est pire qu'en France. Donc là, je dirais, quand même sur le monde entier, peut-être léger avantage à la France. Et ensuite langue et culture, donc ça, c'est le 11e point et gros avantage de parler français, mine de rien, si, donc ça, c'est gros avantage pour la France. Déjà, il y a plein de gens qui parlent que français et c'est tout à fait normal parce qu'à l'école on vous l'a pas bien appris et si vous n'avez pas forcément voyagé ou habité à l'étranger et ben, c'est normal que vous parliez pas anglais. Faut pas avoir honte de ça. C'est comme, si je vous dis, de faire du curling, bah, vous serez pas bon parce que vous l'avez jamais fait et même si vous parlez, plutôt bien la langue, du pays, bah, c'est quand même pas votre langue. Donc vous allez réfléchir différemment, vous allez peut-être moins bien faire votre introspection, vous allez avoir des relations sociales qui vont être moins bonnes, de moins bonne qualité. Quand si vous devez aller au tribunal, plaider ou quoi, bah, le fait que ce soit pas dans votre langue, très compliqué également. Hem, donc quand vous voyagez, moi par exemple, j'aime bien rentrer avec Air France. Alors souvent les gens ils me disent moi j'ai plein de choix de compagnies, mais souvent j'aime bien rentrer avec Air France quand j'ai beaucoup voyagé parce que je suis content, je suis dans l'avion. Ça fait peut-être 3 semaines que je parle, anglais ou que j'essaie de me débrouiller dans une autre langue et j'ai, j'ai ce point, voilà, le fait de parler français qui me raccroche et ça, c'est super important, je trouve. Ça peut, vraiment, vous faciliter énormément la vie et voilà, vous allez bien comprendre, tout ce qui est autour de vous, tout ce qui se passe et tout. Donc là, gros point avantage de la France et après pour la culture, là, je dirais que ça dépend un peu de peut-être à la fois de vos origines et de d'où vous venez en France. Typiquement, moi, je suis alsacien, donc en fait, toute la culture, germanique et tout, je sais pas, être à l'heure, être rigoureux, être douché, tout ça, c'est des choses qui me parlent. Voilà, la parole des gens, tout ça, enfin le «sérieux» entre guillemets germanique avec le petit mix de latin du français, ça me va bien. Mais je pense que, par exemple, je vais avoir, pour travailler moins de différences culturelles avec, tous les pays, allant du Pays-Bas à la Suisse, on va dire, si on va de d'ouest en est. Qu'avec des gens, du sud qui seraient détendus et cetera. Donc et à l'inverse, je pense que des gens, qui viendraient du sud, qui auraient plutôt des influences, italiennes ou espagnoles et ben, elles se sentiraient peut-être pas bien, dans d'autres, régions où, donc ça c'est et puis après il y a tout ce qui est autour du climat aussi. Moi j'ai grandi dans un climat où il fait pas super beau. J'ai du mal, de plus en plus de mal en vieillissant à accepter, ce climat où que je sois, mais c'est un gros point de vue, culturel qui est important en tout cas. Donc si vous expatriez, ben, c'est pas pour aller n'importe où. Si vous avez des origines asiatiques, je sais pas, du Maghreb, d'Afrique ou que sais-je, bah, peut-être que dans ces destinations d'expatriation, vous allez bien vous sentir parce que, bah, peut-être que ce soit en termes de religion, en termes de couple aussi, en termes de voilà, de nourriture, de gastronomie, tout ça, ça va vous aller. Mais si vous êtes né en France, globalement, votre culture, c'est quand même en grosse partie le français et dans votre région, ça compte quand même. Alors après, ça dépend des régions. Les Bretons, les Alsaciens, je sais qu'on a une culture assez forte qu'on nous c'est on clairement, elle est inculquée, hein. C'est vraiment depuis le début, enfin, moi, je suis alsacien, on m'a toujours dit que l'Alsace, c'était le meilleur endroit du monde, que les Alsaciens, c'était les meilleurs, comme on m'a dit que les Français, c'était les meilleurs et chacun se fera sa propre opinion, mais selon en fait à quel point vous êtes ancré dans la culture locale, et ben ça peut fortement jouer sur vos destinations et sur à quel point vous allez être prêt à partir ou non. Donc voilà. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? En conclusion, est-ce qu'il faut partir ou non? En fait, les gros points pour lesquels il faut pas partir pour moi, c'est, les impôts. Parce qu'au final, même s'il y a pas beaucoup d'impôts, dans d'autres pays, vous allez les payer indirectement. La France, c'est pas si cher en termes de coût de la vie, je trouve en tout cas, dans la plupart des endroits où je vais, par rapport
aux destinations. C'est sûr que si on va en je sais pas, en Éthiopie et ben, la vie elle sera moins chère. Mais, les destinations d'expatriation, bah, pour la plupart en tout cas, si c'est pour avoir une activité professionnelle et ben, elles vont, ça va être dans des endroits où il y a de l'argent et donc ça va coûter plus cher que, en France le plus souvent. Après, par contre, si vous avez plié le game, que vous êtes, indépendant financièrement, là, bah, il y a plein de pays qui sont, vraiment beaucoup moins chers. Là, j'ai quelqu'un, un auditeur du podcast d'ailleurs, qui est parti en Thaïlande. Bah, là, c'est top, hein, franchement. En tout cas, en termes de coût de la vie, l'Espagne, le Portugal et tout ça peut coûter, beaucoup moins cher que la France. Mais, si vous avez encore une activité professionnelle, je pense que la France, c'est pas si mal. Le gros point noir, ce qui est bien aussi la France, c'est le climat, la culture. Les gros points noirs pour moi, c'est tout ce qui est lié, en revanche à l'État, donc surtout, la sécurité, la justice, le système de santé. Donc ça, c'est quand même, les 3 gros points noirs de la France. Et puis le pouvoir d'achat qui s'érode, petit à petit. Avant, on était vraiment, moi quand j'étais enfant, la France, c'était un des pays, bah, les plus riches du monde. Là, on voit bien, hein, on est, en fin de Ligue 1 ou en début de Ligue 2, quoi. Quand on voyage, on le voit bien, tous les endroits où on va quasiment, ils coûtent plus cher que la France. Donc voilà. Est-ce que vous devez partir ou non? Chacun se fera sa propre opinion. Pour les opportunités professionnelles, c'est bien de partir. Pour, peut-être la qualité de vie en termes d'insécurité et tout, c'est bien de partir. Après, aussi en fonction du couple que vous voulez avoir, si peut-être vous êtes en recherche de certains types de personnes ou, ben, par exemple, c'est pareil, si vous êtes dans un petit village en France, peut-être que les gens, ils ont pas tant d'ambition que ça et vous êtes très, très ambitieux et donc vous dites: «Bah, vas-y, je vais partir, je vais aller dans un endroit où les gens, ils sont plus comme moi». Donc ça peut être une bonne raison de partir ou si vous adorez la culture, d'un pays et voilà et après le système de retraite, quoi que vous fassiez, ben, franchement, investissez, pensez à vos vieux jours et à tout ce qui peut arriver dans la vie qui pourrait, vous baisser, grandement vos revenus, et puis, vous vous amuserez bien et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur grosbillets.com. Voilà, si vous êtes en vacances, je vous souhaite tout le meilleur. Si vous êtes au travail, ben, je vous souhaite, ben, un bon courage et de bien apprécier cette journée. Il y a la gratitude, elle se fait tous les jours et ben, on se retrouvera la semaine prochaine dans un prochain épisode. À très bientôt. Bye bye.